Il existe un mouvement qui prouve depuis 140 ans qu'une autre économie est possible. Une économie où les travailleurs ont le pouvoir sur le capital, où ils créent la valeur ensemble et se la partagent. Son histoire est celle d'une autre vision de l'entreprise. L'histoire du mouvement des sociétés coopératives plonge ses racines dans l'associationnisme ouvrier, qui expérimente plusieurs modèles dont les plus célèbres sont inspirés par la devise de Charles Fourier : travail, capital, talent. Et par les conceptions de Philippe Buchez, inventeur des réserves impartageables. L'associationnisme porte le projet d'une république sociale, fondée sur le droit au travail et le droit à l'association, qui vont être provisoirement reconnus pendant la Révolution de 1848. Les associations tentent alors de créer des fédérations, comme la Banque du Peuple de Pierre-Joseph Proudhon, et surtout l'Union des associations fraternelles, à l'initiative de l'ouvrière lingère devenue institutrice, Jeanne de Rouen. La répression qui suit la Révolution met fin pour un temps à cette effervescence. Il faut attendre 1867 pour que la loi donne un premier cadre juridique aux coopératives. Si les élites économiques prédisent alors leur échec, la seconde moitié du XIXe siècle donne lieu à des succès, comme les poêles du familistère de Guise ou l'Association des ouvriers en instruments de précision, la OIP. En 1884 est créée la Chambre consultative des associations ouvrières. Elle est à l'origine de la Banque coopérative des associations ouvrières de production, qui deviendra quelques décennies plus tard le Crédit coopératif. Alors que Zola met en scène les coopératives dans son roman Travail, pour Jean Jaurès, qui soutient la verrerie ouvrière d'Albi, l'État démocratique est la coopérative suprême vers laquelle tendent, comme vers leurs limites, les autres coopératives. Malgré la création de l'Alliance coopérative internationale en 1895 à Londres, le mouvement coopératif français reste fragmenté. En 1900, on dénombre 247 coopératives ouvrières. C'est en 1915 qu'elles obtiennent leur première loi. Les SCOP participent à la reconstruction d'une France ravagée par la guerre avec le soutien de l'État. Alors que les SCOP se rapprochent de la CGT pour affirmer leur solidarité avec le syndicalisme ouvrier, le président du Conseil, le radical Édouard Herriot, déclare que la coopérative ouvrière est la meilleure forme d'émancipation du salariat. Pendant la Grande Dépression qui voit la montée inexorable du fascisme, les SCOP contribuent au développement du logement social. La Chambre consultative s'engage dans le Comité de défense des libertés républicaines, puis se transforme en Confédération générale des SCOP, dans le sillage du Front populaire et de la réunification syndicale. De la libération à la fin des 30 Glorieuses, le mouvement des SCOP se renouvelle et se structure. De plus en plus de SCOP se créent. Le mouvement fonde l'Union sociale pour maintenir ses acquis sociaux. Né pendant la Résistance, les communautés de travail le rejoignent, tandis que le sociétariat s'élargit et que se créent les unions régionales et les fédérations professionnelles dans le BTP et l'imprimerie. C'est aussi le moment de la création des outils qui assurent le développement du modèle. Le Fonds d'expansion confédéral, devenu plus tard la Société de financement Socoden, ainsi qu'un service de révision et un service de formation pour accompagner les dirigeants des coopératives. Propriété des travailleurs, les SCOP sont les pionnières des projets de réforme de l'entreprise en France, allant de la participation défendue par le général de Gaulle à la codétermination préconisée par le rapport Sudreau. Et il faut enfin que dans les entreprises, la participation directe du personnel aux résultats, au capital et aux responsabilités devienne une des données de base de l'économie française. Elles en sont même l'un des principaux débouchés avec la loi de 1978 sur les SCOP. Elles s'unissent aux autres coopératives dans ce qui deviendra COP FR et participent avec le Crédit coopératif à la réinvention de l'économie sociale aux côtés des mutuelles et des associations. Devenu ministre en 1981, Michel Rocard déclare que c'est dans les SCOP que l'on retrouve l'essence même de l'économie sociale qui reconnaît la primauté de l'individu sur l'argent. Les SCOP connaissent une importante croissance dans les années 1980, surtout marquée par la reprise d'entreprises en difficulté. Dans les années 1990 et 2000, le mouvement déploie ses innovations. Création des coopératives d'activité et d'emploi pour protéger les travailleurs indépendants, des sociétés coopératives d'intérêt collectif au service des enjeux de territoire, ou encore des premiers incubateurs d'innovation sociale. À l'origine très présente dans l'industrie, les SCOP et les SIC accompagnent la tertiarisation et la féminisation des activités et des métiers. Auparavant exclusivement masculin, le mouvement est désormais paritaire dans ses instances et incarne l'avant-garde de la transformation de l'économie. Depuis la loi Hamon de 2014, l'ESS a fait du chemin. Elle est maintenant reconnue par l'Union européenne et par les Nations unies. L'utopie d'hier est devenue la réalité d'aujourd'hui. Le mouvement des SCOP et des SIC
prouve que la République ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise et répond aux nouvelles aspirations des travailleurs en quête de sens, de protection et de participation. Il a doublé en 10 ans et porte un autre imaginaire, où l'humain et le vivant priment sur la finance. C'est la force de ses valeurs humanistes, de son engagement collectif, de son projet de citoyenneté économique qui inscrit son engagement dans le sens de l'histoire. À chacune de ces étapes, le mouvement des sociétés coopératives démontre qu'un autre monde est possible. Car l'entreprise de demain existe en réalité depuis 140 ans.